Il y a 4 ans, en mai 2018, une bande de mousquetaires décidait de créer la nouvelle librairie ici même, au 11 rue de Médicis, dans le 6e arrondissement, histoire de fêter à notre manière les 50 ans de mai 68. En faisant un pied de nez à tous les ozos du gauchisme, à commencer par l'indégonflable baudruche libéral-libertaire, je veux parler de l'affreux Daniel Cohn-Bendit. En revenant au cœur du quartier latin, épicentre du pouvoir intellectuel. Vous, Bernard Lugan, il y a 4 ans, vous sortiez votre mai 68 vue d'en face, une claque magnifique, comme celle que vous distribuiez alors aux étudiants cradingues qui tenaient le haut du pavé parisien. Sous les pavés, la plage, tu parles, sous les pavés, les égouts. 1968 a beau n'avoir été qu'une contrefaçon de révolution, un psychodrame tragicomique, sans mort, sans fusillés, sans mur des fédérés. Votre riposte à vous, gens d'Action française, a été mousquetaire, cosaque, épique, drôlatique. L'Action française avait alors mis sur pied des petites troupes de corps francs, très mobiles, toujours prêtes à faire le coup de poing. Aujourd'hui, vous ressortez votre mai 68, vue d'en face aux éditions de la Nouvelle Librairie, dans une édition revue et augmentée d'un chapitre supplémentaire. Et le moins qu'on puisse dire, Bernard Lugan, c'est que vous avez fait honneur à la grande tradition des camelots du roi, qui arpentaient canne à la main les grands boulevards dans l'entre-deux-guerres, rossant, corrigeant et talochant plus que de coutume les affreux gauchistes. Bernard Lugan, bonjour. Bonjour. Et ravi de vous retrouver pour ce nouvel orage de papier dans la librairie de la Nouvelle Librairie rue Médicis. Qui était d'ailleurs la librairie de l'Action française. Qui était la librairie de l'Action française il y a 100 ans. Avant 14. Maurras, le catalogue magnifique, Maurras, Bainville, Daudet et quantité d'autres. Alors on nous bassine depuis 50 ans, 54 ans désormais avec mai 68, avec l'histoire officielle, la légende dorée. Vous faites l'inverse. Vous faites un contre-pied à cette histoire, même une contre-histoire, mais on va en parler dans le courant de l'émission. Pourquoi ce livre-là? Parce que vous en aviez marre d'entendre une fois de plus, depuis 50 ans, les mêmes âneries de Cohn-Bendit. Oui, parce que les clowns, le clown Cohn-Bendit, qui était un clown à Nanterre... le bouffon, même, je crois que vous l'appeliez. Oui, le bouffon. Je suis un jour au restaurant universitaire, quelques mois avant les événements, entre guillemets, 68, qui est sorti sous les petits Suisses et les pots de yaourt, on l'a sorti. Donc c'était un bouffon. C'était ensuite, bon, la presse l'a monté, il y a eu quelques histoires qui ont fait... Bouffon de talent, attention. Agitateur, un bon agitateur. Un excellent agitateur, qui avait le sens de l'humour, qui ne croyait certainement pas à ce qu'il faisait, mais c'était... En fait, ce qui dirigeait l'affaire, c'était toute l'équipe des trotskistes autour. Lui était un peu, tu vois, le faire valoir... Lui était plutôt libertaire, oui, du reste. C'était le bout en train de la... Je veux dire, au sens de la cavalerie, vous voyez ce que je veux dire? Le bout en train. Le mauvais mal auquel présenté à la jument, pour savoir si... Ensuite arrivent les étalons. Alors, donc il y avait ceux qui dirigeaient l'affaire, c'était les trotskistes, mais lui était le bout en train de l'affaire. Non, mais surtout parce que j'ai voulu raconter un certain nombre d'anecdotes, et j'ai voulu montrer, si vous voulez, que cette affaire de mai 68, c'est un épisode totalement secondaire, qui va avoir des conséquences au point de vue philosophique, et au point de vue philosophique, et au point de vue institutionnel, et au point de vue moral. Mais le gros intérêt, pour moi, de cette affaire de 68, c'est pas tellement mai 68. C'est avant, pendant et après. Avant, pendant et après. Voilà. Et c'est là où se sont passées des choses fort intéressantes. Alors, plantons le décor. Vous êtes à l'Action française. Et vous êtes engagé très très tôt. Vous avez quel âge en 68 Moi, je m'engage en politique très tôt. Je m'engage à la fin de la guerre d'Algérie. Je suis à la Fédération des étudiants nationalistes. Voilà. Et ensuite... La FEN. Ensuite, je passe à l'Action française parce que mon chef est mis en tôle pour l'OAS. Et je me retrouve à Saint-Cloud avec des gens d'AF. Et j'entre à l'AF. Difficile dans la famille parce que mon père était très anti-orléaniste. On est dans les querelles dynastiques. Oui, moi, je me suis toujours perdu. Alors, pour moi, le premier arrivé à Reims a gagné. Moi, je rentre pas dans ces considérations. Bon, pas de problème de ces querelles complètement stupides. Alors, j'entre à l'Action française et j'arrive dans un mouvement complètement éteint, totalement éteint. La fin de l'Algérie, c'était fini, il n'y avait plus rien. Il faut rappeler le contexte, parce que c'est post-Algérie française, animal triste. Voilà, tout c'était triste, etc. Il n'y avait plus que quelques vieux fidèles qui étaient là et des gens vraiment découragés. Et ben j'arrive avec un petit peu de bonne santé là-dedans, avec un groupe de Saint-Cloud qui avait une bonne santé et on commence à remonter cela avec 2-3 camarades et finalement nous en arrivons en 67-68
avec un groupe relativement intéressant sur le quartier latin. On commence véritablement à tenir la dragée haute aux gauchistes. Et bien ensuite, ça va progresser. Notre acmé va être en 69-70. Oui, parce que la violence, les grandes violences sont postérieures à 68, à mai 68. Hein. Alors moi, quand j'arrive à la F, c'est un mouvement de ratiocineurs doctrinaires. Et en 70, c'est un mouvement de cogneurs, de corps francs redoutables. Mais cela étant dit, vous découvrez que la F, c'est quand même la belle endormie. Alors c'est là où on voit en mai 68 la richesse des vieilles maisons. La richesse des vieilles maisons. Parce qu'on découvre une faculté de mobilisation avec des réseaux en province. Un maillage phénoménal. Un maillage phénoménal. Imprimerie clandestine. Vous vous rendez compte, vous faites un canard quotidien pendant les événements du mois de mai, grâce à la F. Oui, avec une imprimerie qui datait du temps de la cagoule. Et qui a servi pendant la guerre à la résistance et qui était muré dans un chai dans la région de Sancerre. Et l'imprimerie clandestine, nous étions les seuls en mai 68 à avoir un canard quotidien. Alors le canard sortait dans la région de Sancerre, les voitures de Marseille allaient à Lyon récupérer le canard, Lyon venait chercher, on dissipait dans toute la France. C'était les NMPP. Nos NMPP. Et j'avais pas de grève chez nous. Chez nous, il n'y avait pas de grève. Et on vendait le journal. Mais je me souviens, place de l'Opéra, au pire moment de mai 68, où il y avait la grève complète, j'ai vendu 300 à 400 journaux, sans arrêt, les copains arrivaient à mobilette pour livrer les journaux, c'était l'action française, en mai 68, nous étions les seuls. Vous avez raison, c'est l'avantage des vieilles maisons. L'avantage des vieilles maisons. Il y avait un réseau militant endormi, et tout d'un coup, subitement, ça se réveille. Hein. Mais avant de venir au cœur des événements, les jeunes l'ont un peu oublié. Il y avait une hantise d'un coup d'État, et d'un coup d'État des communistes. Oui. Hein. Il y a les libertaires, les trotskistes, hein, toute l'ultra-gauche autour de Cohn-Bendit, mais il y avait les communistes aussi. Oui, alors nous, là, nos chefs qui étaient des vieux renards de la politique et d'entre-deux-guerres, etc., ils avaient connu la cagoule, etc., ils étaient encore en vie, et ont tout de suite compris que le quartier latin et Cohn-Bendit, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont tout de suite compris. Ils ont dit, le danger, c'est le Parti communiste. Et effectivement, le Parti communiste, qui au début laisse courir les événements, se rend compte à un moment donné qu'il peut y avoir une sorte de coagulation, une sorte d'engerbage. On a cru que le Parti communiste allait tenter un coup de force. D'ailleurs, nous sommes rentrés, nous, dans une structure clandestine, à ce moment-là. Avec des gaullistes, hein. Alors, ce qui est curieux chez vous. Attendez, pas avec des gaullistes, avec Jacques Baumel. Jacques Baumel, un gaulliste, qui est venu effectivement, qui m'a demandé, parce que le groupe de Saint-Cloud, c'est un groupe qui était très fort, et il m'a contacté, il m'a dit, bon, écoutez, si jamais les communistes tentent un coup, que faites-vous ? Ah ben, je dis évidemment, bien qu'entre vous et nous, il y a un fleuve de sang. L'intérêt national fait que nous marchons ensemble. Et vous avez à disposition un arsenal, hein. Et on a un arsenal. On doit normalement être équipé à Versailles, recevoir des armes dans une caserne. Notre mission, nous, c'était de défendre le tunnel de Saint-Cloud en attendant que les blindés de Rambouillet puissent arriver. Vous voyez, c'est parti, très sérieusement, très sérieusement. Alors, l'AF, elle passe en structure quasi clandestine, avec un état-major clandestin qui est dans le 16e arrondissement d'ailleurs, chez le père d'un vieux camarade qui était ancien chef de corps d'Espailly. Et tous les jours, donc, les consignes étaient données. Nous avons une très grande autonomie. Les groupes prennent une autonomie complète. Ça, c'est la force d'un mouvement qui est formé politiquement. Parce que qui a une colonne vertébrale. Tous nos chefs de groupe ont une formation, vont pas rentrer dans l'activisme. Moi j'étais peut-être le plus activiste de tous. Moi, je rentre un peu dans l'activisme, mais tout de même avec de la raison. Mais nous rentrons vraiment dans cette phase de semi-clandestinité. Et c'est tout à fait intéressant parce que ça a été un moment pendant 10 ou 15 jours, non, pendant 3-4 jours, nous avons vraiment cru qu'il allait y avoir un coup d'État. Et puis, bon, De Gaulle part à Baden-Baden, hein. Il voit le général Massu, Massu lui donne probablement les garanties. Donc De Gaulle revient, fait son discours, et tous les pleutres, le bourgeois, la pleutrerie bourgeoise, c'est lapin de coursive, c'est que plates de sous-préfecture qui n'ont pas bougé pendant 15 jours, qui étaient terrés chez eux sur leur mur d'argent, à la sorte
c'est l'immense manifestation. Soulagement. L'immense manifestation d'1 million de personnes sur les Champs-Élysées, et enfin, tout échappe. Alors là, avec de camarades, notamment avec Alain Sanders, on s'est bien amusé. On va en parler, c'était votre bras droit, Sanders, le numéro 2. Parce que l'AF avait créé des structures assez soviétiques, je trouve, en tout cas dans la terminologie, puisque c'était des commissaires. Hein. Alors, les commissaires... Chaque zone de Paris avait son commissariat, pour ainsi dire. Les commissaires, c'est moi qui les ai créés. C'est vous. Donc, bon, si vous voulez, les commissaires, c'était, comme les camelots du roi n'existaient plus, donc nous avons créé les commissaires. Et les commissaires, c'était le service d'ordre. C'est le service d'ordre, donc moi j'étais le patron de ce service d'ordre, et nous avions à peu près 120 camarades mobilisables, et sur les 120, un groupe dur de 70, qui était mobilisable quasiment d'une heure à l'autre, divisé en plusieurs équipes, Paris Nord, Paris Sud, Paris Est, Paris Ouest et Hauts-de-Seine, hein. Donc il y a 5 équipes. Chaque équipe avait un chef d'équipe, 2 sous-chefs, des militants, et chaque équipe avait un minimum de militants mobilisables immédiatement. Et quand il y avait des événements sur Paris ou n'importe où en province, on dit bon, on envoie une équipe de commissaires. Par exemple, il y a un coup sévère sur Marseille, quand on s'est payé les dockers sur le port de Marseille, j'ai pris sur chacune des équipes commissaires, on est descendu, on les a éclatés sur les grilles du port, gentiment, ils ont pu chercher. On va en parler des plaies et des bosses, il y en a beaucoup. Des plaies et des bosses, il y en a beaucoup. En fait, moi je dis que c'était une contre-histoire de 68, mais c'est pas vrai. Moi je trouve que c'est un chapitre des Trois Mousquetaires, les Sanzoula. C'est un autre chapitre des Trois Mousquetaires, ou alors un acte du Cyrano. Parce qu'on est chez les cadets de Gascogne et de la Castagne. De la Castagne. Et nous aimons, sous nos pas, faire sonner les vérités comme nos éperons. Mais avec aussi des belles femmes. Et si je parle de belles femmes, c'est que 68 commence, entre autres, à Nanterre, à la rentrée scolaire de 67, où Cohn-Bendit et toute sa bande de zozos, et qui doit être en socio. Non, c'est pas 67, c'est le 22 mars. Non, avant Bernard, il y a toute l'affaire des dortoirs. Oui, alors que vous, là où je veux en venir, c'est que vous demandez pas l'autorisation au ministre de la Jeunesse pour entrer dans le dortoir des jeunes filles. Hein. Non, pourquoi Cohn-Bendit demande au ministre l'autorisation de rentrer dans le dortoir des jeunes filles? Non, nous, les jeunes filles dormaient dans nos chambres. Voilà, oui. Donc ça commence un peu comme ça. Ah oui, non, mais c'est grotesque. Ça a commencé comme ça. Mais le gros événement, le départ, c'est le 22 mars. Le 22 mars 68, quand la police rentre sur le campus à la poursuite de quelques gars qui trafiquaient le hashish ou autre. Et à ce moment-là, le quart de police rentre sur le campus et Cohn-Bendit et ses copains commencent à faire une sorte de monôme, à secouer le quart de police, etc. Et il a eu immédiatement le génie d'agitateur de voir que la mayonnaise prenait, et il a commencé à créer son mouvement, qui est devenu ensuite le mouvement du 22 mars, etc. Et nous étions jusque-là, nous tenions complètement Nanterre. Et en 24 heures, nous perdons le contrôle. Nous trouvons complètement isolés dans le bâtiment de la fac d'histoire, et donc avec la FNEF, avec Didier Gallo, avec Buisson, avec Hugues de Kérotem, avec Chamard, avec tous les camarades, avec Alain Sanders, etc. Et nous nous retrouvons complètement isolés. Et alors là, nous allons essayer de tenir. On va essayer de tenir. Et on tient, mais on tient difficilement, avec des bagarres permanentes. Nanterre, rappelons, Nanterre, la folie, très bien nommée la folie. Du reste, une fois, vous avez été retranché à Nanterre. Hein. Oula, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette scène, pris d'assaut par toute cette bande de zozos cradingues, hein. Et il y a des photos d'ailleurs que je donne dans le livre. C'était très très dur. Nous étions 16, et nous sommes retrouvés complètement encerclés dans la fac de droit. Alors là, ça a eu une certaine allure parce que j'ai sorti le drapeau Fleur de Lysée et dans le hall, et quand les gauchistes ils sont arrivés à plusieurs centaines, nous avons chargé au champ de Gémeaux-le-Lion frit à l'huile, qui était le champ de charge de la garde de l'empereur. Alors la première charge, on les a repoussés, mais une fois. Et ensuite, ça a été la déferlante complète. Et donc, j'ai plié le drapeau, que je glissais, et nous sommes battus d'étage en étage, en reculant. Finalement, le camarade Alain Sanders a trouvé des grands tubes au néon. On s'est battu à coups de tubes au néon. C'est les éclats du néon quand ça pète. C'est redoutable. Je montre une photo où les gauchistes défoncent à coups de pieu les vitres. On est derrière, alors on a un camarade au Nunchaku qui les traite, et on se retrouve coincé dans le bureau du doyen. Un lâche.
Le doyen, c'était Grappin Non, c'est le doyen Verdier. Verdier. Un lâche. Et nous sommes dans le bureau de Verdier, avec un incendiaire qui pisse le sang, qui est blessé. Verdier, vous allez salir ma moquette. Alors je dis, bon, vous êtes mon prisonnier. Alors, je m'enferme dans le bureau avec lui et je lui dis, vous appelez la police maintenant. Non, je n'appelle pas la police. Bon, très bien, tu n'appelles pas la police, moi je vous garde en otage, vous sortez plus. Alors finalement, discussion avec la police ne peut pas rentrer. Mais il fallait l'autorisation du recteur, etc. Alors au bout de... Alors il y avait des centaines de gauchistes qui étaient autour, vraiment, ça allait très mal. Alors finalement, les gardes mobiles encerclent le campus. Et par téléphone, le commissaire de police qui gérait l'affaire me dit, écoutez, nous, dès que vous sortez, on assure votre protection, on ne peut pas rentrer, il faut que vous sortiez. Alors j'ai dit aux camarades, bon, ben on va charger. Donc on est passé par les caves, et puis on a fait la trouée sanglante par derrière, au cri, et on est arrivé jusqu'aux grilles, en séchant des mecs un peu partout. On a laissé personne derrière, mais j'étais le dernier. Et là, il y avait je crois que c'était un capitaine de garde mobile, il me dit, vous êtes 16 ? Et c'est pour 16 qu'il y a ce bazar. Et alors, jamais j'ai vu du bleu avec autant. Et là, nous avons sauté dans le premier train, et là arrive un contrôleur. C'est extraordinaire. On n'a pas de billets, bien sûr. Mais un contrôleur a tout de suite compris, à notre mine, qu'il ne fallait pas insister. Et nous sommes rentrés à Paris, c'était le 16 janvier 71. Voilà, parce que si je disais le doyen Grappin, pardonnez-moi, chers téléspectateurs, c'est que nous ne sommes plus en mai 68, nous sommes en 71. Grappin, c'était... Ouais, c'est en 68. C'était en 68. Le doyen Verdier, le doyen de droit. Parce que les violences vont s'échelonner jusqu'en 71, vont venir s'y ajouter au départ Occident, jusqu'à la dissolution, puis après le GUD et l'Ordre Nouveau, pas de bêtises, qui sont, je ne veux pas dire les supplétifs, ça leur fait pas plaisir. Pas du tout. Parce qu'ils viennent... ils sont les bons camarades, chacun à son territoire. Je veux dire que à l'époque, après, ça va changer. Mais à l'époque, notre service d'ordre était le premier sur la place de Paris. Hein. Ça c'est clair. Et on l'a bien vu. Mais on a toujours travaillé vraiment la main dans la main. Ça, certains de mes chefs à l'AF rechignaient un peu. Moi, je dis non, moi je travaille. Et alors ensuite, quand il y a eu la scission à l'Action française, quand il y a eu la scission les gauchos qui sont partis avec la NAF. Et quand nos responsables n'ont pas... La nouvelle Action française. N'ont pas assuré, moi je suis parti aussi avec les miens, et j'ai créé le CRON, le Comité royaliste pour un ordre nouveau. Alors, mais parlez-nous du CRON, parce que j'aime beaucoup le CRON. Pourquoi ? Parce que le CRON avait un code esthétique, moi je trouve fantastique, qui combinait la croix celtique, je dis pas de bêtises, Bernard, et la fleur de lys. C'est ça, parce que j'avais créé cet insigne qui était moitié... Moi je trouve que ça vous résume parfaitement. Parfaitement, c'était la fleur de lys et la croix celtique, c'était le CRON, Comité royaliste pour un ordre nouveau. Même dans le titre, vous articulez ordre nouveau et l'AF. Oui, tout à fait. Le syncrétisme. Moi j'ai toujours été un national-syncrétiste. Et donc, pas d'ennemis à la droite de la droite. Et donc, et notre permanence était donc dans le hall d'Assas, et nous avions 3 sous-groupements. Les PAF, les parachutistes d'Action française, tous les camarades qui faisaient les préparations militaires. Les FAF, les forces d'Action française, et qui étaient les 2 subdivisions du CRON. Ça avait une certaine cuisse. Oui. Alors les PAF, le stand est tenu avec une énorme toile toile camouflée, etc. Et là, c'était très amusant parce que donc dans le hall d'Assas, quand vous entriez à gauche, il y y avait le CRON, le PAF, les FAF, et à droite, vous aviez le GUD. C'était extraordinaire. On était en famille. On était en famille, on s'amusait. Et nous, alors eux buvaient de la bière, mais nous du vin rouge. Avec des bagarres magnifiques. Vous racontez dans le livre qui vous arrivait, mais c'est inconcevable 50 ans après, parce que si aujourd'hui vous faisiez le quart du commencement de la moitié de ce que vous faisiez alors, vous seriez en prison, et pas pour 15 jours, mais pour 6 mois, pour 12 mois sinon plus. Je mets le titre du Parisien du lendemain qui dit « La police délivre 350 gauchistes », enfin il y en avait 400, et on les a fait prisonniers. C'est-à-dire ce qui est passé, c'est qu'il y avait les élections étudiantes, je crois que c'était en 71, et le président d'Assas nous dit il faut absolument... Il faut recevoir les gauchistes. Alors, on s'est dit, tiens, pourquoi pas ? Alors, moi, j'étais pas à Assas, mais le président pensait que j'étais à Assas, qu'il me voyait tout le temps à Assas. Je dis, d'accord, mais sauf si nous sommes attaqués. Hein, mais bien sûr, légitime défense, monsieur le président. Évidemment, aucune légitime défense. Donc, les gauchos rentrent,
Et en fait, ils avaient prévu de faire une manif, d'en faire entrer 300 ou 400, et d'en avoir autant qui allaient ensuite arriver rejoindre depuis la Sorbonne et le Bois Saint-Michel à Assas. Et là, je raconte dans le livre, un de mes militants de l'équipe de commissaires du Paris Centre partageait la petite amie avec le responsable trotskiste. Ouais. Le responsable était cocu. Alors chez eux, c'est pas une infamie, c'est un cri de ralliement, cocu. Hein. Et donc le gars m'a dit, bon, la petite amie avait parlé, donc on savait qu'il nous donnait un piège. Alors on a entendu, nous aussi, un piège. Donc on le laisse rentrer. Et puis, je dis au gars, vous ne bougez pas tant que je n'ai pas donné un coup de sifflet. Et je pars avec Sanders, on rentre à l'entrée de et on commence à déchirer leurs affiches. Ben, ils nous tombent dessus. Devant leur résidence. Ouais, Sanders, paf, descend le premier, je donne un coup de sifflet, la charge. On les coince comme des blaireaux dans l'amphi, et on les coince complètement. Pendant ce temps, la manif qui arrive de l'extérieur se fait coincer par les gardes mobiles, donc ils ne peuvent plus être secourus. Donc la négociation doit pas arriver, les 300-400... La négociation doit commencer. Et au bout qui vous prenait de revers, donc, négociation avec le président, etc. Et nous acceptons de les laisser sortir, à la condition qu'ils passent sous notre W de manche de pioche. Et là, les gardes mobiles ou les CRS rentrent dans Assas, se mettent complètement en ligne pour escorter, et donc les gauchistes sortent. Et nous étions avec les camarades du GUD d'un côté, nous, avec nos manches de pioche en chantant les Lansquenets. Et ils sont passés les fourches codines. C'est magnifique. Je raconte ça. Et la presse, la police délivre à Assas 350 gauchistes faits prisonniers. J'étais plus de 350. Il y a eu un âge d'or du militantisme. Ah oui, on honorait la nostalgie. Là, qui n'est plus possible maintenant. Et alors, ensuite, ça a été très drôle parce que immédiatement après ça, nous les avons poursuivis quand même pour les attaquer à la Sorbonne. Parce que c'était pas suffisant. Non, c'était une période qui était excessivement agitée au point de vue bagarre. Et là, moi je dis, j'avais un groupe de permanents de 70 à peu près qui enchaînaient les bagarres. Je crois même que le record, c'est 5 par jour. 5. Oui, un jour, nous avons eu 5 bagarres par jour. S'il y en a 5 par an aujourd'hui, c'est énorme. Ah oui, 5 par an. On a commencé, je crois que c'était au lycée Turgot le matin. Ensuite, nous avons eu une bagarre, je crois, près de Sciences Po en milieu de matinée. Une distribution de tracts qui a cogné au lycée Charlemagne, je crois. Une bagarre à l'Odéon l'après-midi. Et puis le soir, je ne sais plus où, un collage d'affiches, une bagarre. 5 bagarres dans la journée, oui. C'était sportif. On n'est pas le temps de prendre du ventre. C'est quasiment l'africaniste est là, puisque c'est un peu les lions contre les gnous. Si je dis ça, ce qui est fascinant, c'est le panurgisme de votre adversaire. J'en profite, alors c'est pas un auteur maison, certes, encore que Godard était un petit peu assez proche de la droite, les premiers films. Mais Godard a fait en 67 La Chinoise, oui, avec Jean-Pierre Léaud. Et dans La Chinoise, sur le maoïsme, et lui était assez mao à l'époque. Donc Nobody's Perfect, et Godard simplement imagine une scène de savants égyptiens pour savoir comment naît le langage. Et ils isolent pendant 10 ans un groupe de jeunes gens, en bas âge, d'enfants, et pendant 10 ans, ils les enferment dans une maison. Et ils ressortent au bout de 10 ans, ces jeunes gens, et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils parlent ou ils parlent pas? Est-ce que le langage vient à l'être humain naturellement ou pas? Pas du tout, ils ne parlent pas, ils bêlent, parce qu'on les a placés à côté d'une bergerie. Donc c'est le mouton de Panurge. Et vous êtes confronté au mouton de Panurge, à une armée, une invasion de Panurge. Mais vous les voyez avec le petit livre rouge. Ouais. Ils étendent, oui, c'est les gardes rouges. Ils étaient habillés en chinois. Ils avaient toutes les tendances. Bon, il y avait les maoïstes, il y avait les trotskistes, les Mao Spontais, etc. La LCR, la Ligue communiste. Militairement, c'est eux qui étaient les plus efficaces, le plus gros service d'ordre. Je pense qu'ils ont été dissous en même temps qu'Occident, sauf erreur de ma part. C'était les plus durs. Hein. On a eu, moi, dans la cour de la gare Saint-Lazare, moi, je me souviens que j'ai coursé Krivine quasiment jusqu'au magasin du Printemps. Ils avaient fait un meeting pour nous attaquer. C'est nous qui avons attaqué le meeting. Parce que comme nous étions 20 et qu'ils étaient 300, il fallait pas attendre qu'ils viennent. On les a attaqués. Bon, on s'est battu de 5h de l'après-midi à 7h30 du soir. Et il y a eu à peu près une trentaine de blessés à l'hôpital en face. Hein. Chez nous, on a eu une mâchoire cassée. Moi, j'ai eu un casque intégral fendu. Et ils ont fait venir les Nord-Africains du bidonville de Nanterre. Il y avait encore le bidonville.
Et ça a été une bagarre, la plus forte de toutes les bagarres que j'ai pu voir. Et vous l'avez dit, c'est la Ligue, hein. Oui, même si c'est 1 contre 1 contre 10, hein, qui est devenu pour les jeunes, qui est devenu la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, et aujourd'hui le NPA. Donc aujourd'hui c'est Besancenot, vous voyez quoi. Non, ils étaient organisés. Mais je vous dis, la bagarre la plus dure, c'était Saint-Lazare. C'était cette bagarre de Saint-Lazare. Pour moi, ça a été plus dur que le Palais des Sports. Parce que le Palais des Sports, on les a balayés. On a fait 2 charges, on les a balayés. Mais parce que là, on s'est battu vraiment pied à pied hein, à Saint-Lazare. Et votre révolte, alors, comment la qualifier? Enfin, votre révolte, c'est pas une révolte, du reste, c'est eux les révoltés. Comme disait Philippe Muret, on reconnaît le révolté ou le rebelle. Hein. On reconnaît le rebelle à celui qui dit oui. Donc, mouton de Panurge. Hein. Vous, c'est une riposte. Nous étions des rebelles, un corps franc, du rebelle. Et puis surtout, nous étions des esthètes. Parce que c'est là où je voulais en venir. Le spectacle de ces chevelus déguisés en Mao Tse-tung avec le livre rouge nous horripilait. Leur simple vue nous énervait. Ils ont senti qu'on était très énervés. Ouais, non, c'est esthétique. Et du reste, l'esthétique du Cron, comment vous étiez habillé? Parce que vous en parlez. Alors, il y avait, on vous reconnaissait, à la tenue vestimentaire. Alors, nous avions 2 tenues. La photo où je suis en veste de cuir. La veste de cuir, ça c'est la... On la montrera à l'image, magnifique. Le MacGregor. Dans le graphisme des années 70, qui est une superbe réussite. Alors, ça ou l'impervers. Le grand impervers. L'impervers était formidable parce que, si vous voulez... Vous aviez fait tous les dépôts de l'US Army. Oui, c'était les impairs de l'US Army. L'intérêt, c'est qu'on pouvait, on pouvait mettre une barre de fer, une manche de pioche, etc. C'était très pratique. Alors, d'ailleurs, on était connus. C'est Occident qui avait bien lancé l'impervers. Mais quand on arrivait, les impervers sont là. C'est un petit peu comme dans les films de l'Ouest avec les grands... Dès qu'ils voyaient les impervers, ils partaient parce qu'ils savaient que c'était mauvais. Alors, ou impervers ou veste de cuir. C'était, voilà... Mais toujours très chic, hein. On avait le foulard, on avait des chaussures bien cirées. Les Rangers, c'était parfaitement ciré. Et face au cradingue, hein, au sinistre cire, c'était les joyeux drilles. Hein. Mais comme disait Dominique Vénère, de la tenue, toujours de la tenue. De la tenue. L'esthétique. Hein. Toujours. Alors, et 68, vous l'évoquez, 68 a colonisé l'institution. A colonisé les médias, la magistrature, le pouvoir politique. Hein. Donc votre adversaire a gagné, malgré tout. Alors qu'il n'était rien, ça n'était pas une révolution. On l'a dit, c'est une révolution 0 mort. Je crois que c'est Jouando, mais oui. Ou un autre. On dit, taisez-vous aux 68 arts, hein, qui faisaient le chahut, taisez-vous dans 50 ans, vous serez des notaires. Hein. Absolument. Mais le plus intéressant, dans mon livre, je ne raconte pas 1068, c'est pas une histoire de 68, c'est pas du tout. Je le redis, c'est un chapitre des 3 mousquetaires. C'est des chapitres. C'est devenu un mouvement politique après mai 68, quand les trotskistes ont structuré l'affaire. Mais au point de vue philosophique, moral, institutionnel et comportemental, mai 68 a eu des conséquences considérables. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les conséquences de cela. Les boomers prennent le pouvoir. Les boomers. Et c'était des jeunes cons qui sont devenus des vieux cons. Bon, voilà, c'est les mêmes. L'électorat de Macron, c'est ça. On les a connus à l'époque jeunes où leurs parents défilaient en tenue de Mao Tse-tung et eux vont voter, ils défilent en mettant le bulletin de Macron dans l'urne. Ce sont les mêmes. Mais ça ne représente rien. En cas de coup dur, ils sont plus. C'est fini. On les balaye. Simplement, ils tiennent tout. On les balaye. Ils tiennent les rênes de l'institution. Oui. Ils ont un monopole de fait. Ils ont un monopole, mais c'est véritablement un pot de terre. C'est rien du tout. Il n'y a aucune formation intellectuelle, etc. En revanche, dans l'ultra-gauche, là, vous avez des gens formés. Et le problème chez nous, c'est que dans notre camp, heureusement qu'il y a la formation qui est donnée par l'Iliade ou par la F, etc. Mais les jeunes ne sont pas assez formés intellectuellement. Cela étant dit, je me permets de vous corriger, Bernard, parce que vous savez, il y a Éléments, il y a Iliade, l'Institut Iliade, la formation. Mais cela étant dit, l'action française, c'est continue de former quantité de cadres. Moi, je suis surpris, de cadres, de jeunes gens. Tout à
fait. La librairie de nos stagiaires qui sont passés par l'AF sont très structurés, ont une colonne vertébrale. Hein. On peut compter sur eux. La force de l'AF, c'est cela, c'est que vous avez des gens qui quittent ensuite l'AF, parce que bon, c'est une excellente école de formation. Moi, je dis toujours, j'ai fait une licence d'histoire à Nanterre, j'ai quasiment ouvert aucun livre. La formation que j'avais reçue à l'AF dans les cercles d'études, c'était suffisant. Et puis la méthode de travail, la méthode de pensée, la méthode d'appréhender un texte, la méthode de présenter. On apprenait tout ça à l'AF. On apprenait à la fois, comment dirais-je, tout ce qui était le côté intellectuel et le côté bagarre. Ça, c'était formidable. Alors, l'AF a éclaté. Pourquoi ? Quand il y a eu le côté intellectuel qui est devenu trop fort. Et c'est les gens de la NAF. À partir du moment où l'intellect l'a vraiment pris sur le... Alors nous, de l'autre côté, nous avions au contraire basculé davantage dans l'activisme. Donc il y a eu le grand écart entre les intellos qui sont partis à la NAF et puis, j'allais dire, les virils qui sont partis au front. Voilà. Ouais. Et j'adore, Bernard, votre formule sur les éléments de doctrine. Hein. C'était quoi, ces éléments de doctrine? C'était pas Charles Maurras, certes, mais c'était autre chose. C'était le Cornouiller et le Nunchaku. Alors nous étions les spécialistes du Cornouiller. Alors les camarades d'Occident, eux, avaient le manche de pioche. Mais le manche de pioche, c'est gros. Il faut un impair pour le cacher. Le Cornouiller, c'est un bateau. Plusieurs fois, on était arrêté en voiture, il y en avait 30 cornouillers. Mais moi, je plante des fraises dans mon jardin, monsieur le commissaire. C'est pour planter des fraises dans mon jardin. Ouais. Mais le Cornouiller, c'est extraordinaire parce que ça assomme, ça ne tue pas, mais ça c'est bon, c'est très bon. Le bois de corne. Alors, on est Cornouiller. Pour ceux qui étaient habiles, moi j'ai toujours été nul là-dedans, c'était les Nunchaku. J'avais deux camarades, c'est ceux qui... Bernard, la boxe française. Ah mais ça aussi. Mais je parle des éléments de doctrine. Moi j'avais toujours, dans les charges, à ma droite et à ma gauche, deux camarades qui maniaient le nunchaku à deux mains. Parce que bon, pour faire... Et c'était très bon. Et puis le reste, bon, la bagarre, le poing, on y allait au poing, au pied, on avait séance de boxe française, etc. Oui, hebdomadaire. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que cette équipe-là, d'éléments durs du Cron, tout le monde a fait des carrières superbes. C'était pas des nervis. J'ai dissous le Cron fin 72 parce que là ça commençait à aller très mal. On était presque à la forme italienne, on était à deux doigts de passer à la lutte armée. Vous savez, c'est ce qui est arrivé également à la gauche prolétarienne. Hein. C'est ça. En face. Hein. Oui. Ils ont failli basculer. On a eu la même évolution. Et on s'est dit maintenant, on fait à l'italienne ou pas? Et comme nous avions une bonne formation politique, nous avons vu que le contexte politique n'était pas bon. On était décalé. Alors je dis, bon, dans ces cas-là, maintenant, ce qu'on fait, on fait ventral, je dissoue, vous faites ce que vous voulez. Alors j'ai mis aux voix dans mon équipe. Oui, exact. Nous étions 72 et je crois qu'il y en a eu deux qui ont voté pour continuer. Je crois un seul de mémoire, un seul qui était le plus jeune, mais peu importe, un ou deux, peu importe. Et ensuite ils ont formé le gage, etc. Et nous sommes partis tous dans la vie professionnelle. Alors ce groupe a donné de mémoire, un amiral, 2-3 généraux, 2 préfets de la République, des avocats célèbres, des chirurgiens, des profs d'université, etc. Et 2 mercenaires. Et 2 mercenaires. Très bon. En Afrique, hein. Oui. Et le dernier. Et en Afrique. Le dernier est mort il y a 3 semames. Le beau camarade qui était mon bras droit à Saint-Cloud. Ouais. Et il est mort il est mort il y a 3 semaines. Alors Charles Bernard Lugan, cette émission touche à sa fin. Quels sont les éléments de doctrine que vous recommanderiez à la nouvelle génération aujourd'hui, en dehors du fait, mais là c'est l'éditeur qui parle, hein, de lire Toutes affaires cessantes, 68, vues d'en face, parce qu'on le voit en permanence par les autres. Hein. Alors première chose, la prudence. Surtout, ne pas faire ce que nous avons fait, car c'est plus possible de le faire maintenant. Non, on finira en prison tout de suite. Alors, la prudence. Deuxièmement, bien voir que nous sommes dans un pays occupé, intellectuellement et doctrinalement, et que... Pas que. Et que nous sommes donc dans une phase de résistance. Donc, dans cette phase de résistance, pas de romantisme, parce que toute action romantique va se retourner contre nous et l'adversaire va l'utiliser. Hein. Je pense à ce jeune camarade qui se fait agresser l'autre jour à Lyon, et qui se défend et qui blesse au couteau deux agresseurs, et il a pris 12 mois. Alors qu'il est dans une configuration de légitime défense. De légitime défense, hein, et il a pris 12 mois. Et qu'il est physiquement menacé. Absolument, il voulait le tuer. Il se défend, et bon. Donc c'est excessivement, donc prudence. Mais
Alors, formation doctrinale, il y a tous les Ils viennent moyens. à la librairie. Il y a l'Iliade, il y a la F, etc. Formation, il y a les zouaves, il y a la cocarde, tout ce que l'on veut. Tous les mouvements sont bons. Moi, je suis pour l'exclusivité National-syncrétiste. National-syncrétiste et national identitaire. Ouais, ouais. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour la formation personnelle, moi, je préconise toujours, bon, d'abord, le sport de combat. Vous faites ce que vous voulez, faites pas de judo, ça sert à rien. Hein, ça sert à rien le judo. Il faut faire du sport où on cogne. Faites pas de karaté non plus, parce qu'au karaté on porte pas ses coups à l'entraînement. Donc vous savez pas ce que c'est. Quand vous prenez un pain dans la gueule, il faut savoir ce que c'est. Donc l'idéal, la bonne vieille boxe. Boxe française, plus tout ce que l'on veut, les pieds et les mains. Mais du sport de combat dans lequel on porte les coups et on en reçoit. C'est pour apprendre. Bon. Deuxièmement, ne pas avoir d'armes à la maison. Sauf si vous avez un permis de chasse. Ouais. Donc le permis de chasse, c'est fondamental. Un bon 12 chez vous, vous avez le droit, un permis de chasse. Donc vous devez tous passer le permis de chasse. Et troisièmement, je conseille également la réserve militaire. Alors aussi bien dans l'armée ou dans la gendarmerie. Très bonne formation. La réserve militaire, parce que si un jour d'événement se passe, voilà. Donc ces trois formations-là, formation intellectuelle, formation physique, et surtout prudence. Pas d'action romantique, pas de... Voilà, il faut faire très attention, parce qu'en face, rien ne sera pardonné. La meute tombera sur vous. Alors c'est dur, c'est moi qui vous dis ça, hein, donc c'est pas évident. Là, il faut savoir se contenir. Et puis, si vous avez besoin de trop plein de vitalité, vous allez faire de la réserve militaire, vous allez faire du sport, vous allez faire de l'alpinisme, vous allez faire des tas de choses. Et voilà. Pour le moment, attendre. Ou comme disent les Chinois, et ce sera le mot de la fin, cachez-vous dans la lumière. Cachez-vous dans la lumière, c'est très important. Pour le moment, notre seule action politique, c'est être assis sur le bord de l'Oued et voir passer les cadavres des idéologies défuntes. Mais pour le reste, c'est très difficile. Non, mais et ces cadavres défilent. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant 30 ans, notre tradition activiste a été cassée par l'électoralisme. C'est-à-dire que pendant une trentaine d'années, nos jeunes qui voulaient bouger sont entrés au Front National et ont fait de la politique, etc. Donc nous avons perdu une partie de notre tradition. Parce que notre tradition, il y a eu la FEN, il y a eu la F, il y a eu Occident, il y a eu le GUD, il y a eu Ordre Nouveau. On a toujours eu des groupes sur le quartier latin. Alors on en revoit. Il y en a eu encore, sauf qu'ils sont dissous mécaniquement par le ministère de l'Intérieur. Mais il y a eu un moment où il n'y en avait plus. Il y a 20 ans, il n'y en avait plus. Il y a 15 ans. Mais ça revient, ça c'est important. Mais toujours prudence. Moi, je dis sans arrêt aux jeunes, détermination et prudence. Merci Bernard.